Call the police. Tell the sheriff I shot him. Tell him he's still on the loose. Is this some kind of joke? I've been trick or treated to death tonight. You don't know what death is. S'il peut saigner, on peut le tuer. On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais rêver. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la table de l'horreur. Aujourd'hui on se retrouve pour l'émission de novembre et écoutez, je suis très content de faire cette émission parce que pour une fois, il n'y a que des bons films. Là je suis très content. Alors attendez, je vais vous faire le programme parce que je suis pressé. On va commencer par mon marathon horreur que j'ai fait pour Halloween, ce 31 octobre, parce que du coup j'ai enregistré le podcast avant la soirée d'Halloween, donc je vais vous dire ce que j'ai regardé pour Halloween, qui s'est un peu étalé sur 2 jours, hein, je vais pas vous mentir. Et ensuite nous allons parler de Détour mortel, le tout premier, je me suis revu Détour mortel. Ensuite on va parler de Saw 10, et je suis très content de vous parler Saw, donc je vais faire une petite aparté où je vais parler de mon rapport avec la saga Saw, comme j'ai fait un peu avec Evil Dead et Scream. Et nous allons finir par un film qui m'a surpris. Voilà. Le film s'appelle Why Don't You Play in Hell? Et j'en dis pas plus. C'est ma surprise de ce mois-ci. Franchement, j'étais sur le cul quand j'ai regardé ce film. Est-ce que vous êtes prêts pour ce beau programme? On commence tout de suite avec mon marathon d'horreur composé de 6 films. Ouais, j'ai regardé 6 films pour Halloween. Allez, tout de suite on commence avec le premier film, Mad God. Alors, Mad God, c'est un film un peu spécial. Donc, pour l'histoire, comment dire sans... Parce que c'est un film très... je sais pas comment expliquer ce film. C'est un film qui raconte l'histoire d'un assassin qui va un peu dans les entrailles de la Terre. Enfin, oui, on va appeler ça comme ça. On va dire qu'il va dans les entrailles de la Terre et qui a une mission, c'est de détruire un peu ce monde, une espèce de monde apocalyptique et cauchemardesque. Et est-ce qu'il va y arriver ou non, j'en dis pas plus. Voilà. C'est une œuvre très compliquée dans le sens où c'est réalisé par Phil Tippett. Alors Phil Tippett, c'est un peu un énorme nom dans le domaine des effets spéciaux, même on pourrait dire pratiquement un dieu. Il s'est occupé des effets spéciaux de Star Wars, de Robocop, de Jurassic Park, mais dans un contexte un peu particulier parce qu'en fait Phil Tippett c'est un spécialiste de la stop motion. Et c'est comme ça qu'on faisait les effets spéciaux dans les années 80. Par exemple, dans Star Wars, il y a beaucoup de stop motion, des maquettes, etc. Et puis, en fait, le numérique est arrivé. Et c'est en ça que Jurassic Park est aussi un film passionnant. C'est parce que en fait, il met en abîme cette histoire de le numérique, les effets spéciaux numériques, qui vont peut-être prendre le dessus sur les effets pratiques, en fait, dont Phil Tippett. Phil Tippett, il devait, à la base, réaliser toutes les séquences avec les dinosaures en stop motion. Et on peut voir dans les bonus des DVD, Blu-ray, tout ça, les séquences du T-Rex et des vélociraptors dans la cuisine, fait en stop motion. À la base, ces séquences étaient pensées comme ça, puis après, les effets numériques sont arrivés, et ça n'a pas empêché Phil Tippett de rester dans le monde des effets spéciaux. Sur Jurassic Park, il a quand même supervisé les effets spéciaux, etc. Donc, j'ai divagué. Je suis parti en live, là. J'ai parlé de Jurassic Park. Et voilà, je suis parti en live. Donc, pour revenir à Mad God, c'est un projet qu'il porte, je crois, depuis les années 80, si je dis pas de conneries. Parce qu'en fait, c'est un film qu'il a mis pratiquement 30 ans à faire, et ça se remarque pendant que tu regardes le film. T'as des moments réalisés en pellicule, d'autres en numérique, et tu vois que des fois c'est la stop motion, mais de la vieille stop motion, et après de la récente. En gros, c'est un film un peu malade, mais
ça correspond parfaitement à l'ADN du film, en fait. C'est un film malade. Et je vais vous lire la critique que j'ai faite sur Letterboxd, une critique et une phrase. Pour moi, Mad God, c'est une impressionnante plongée dans les enfers à la beauté macabre, hallucinante et ensorcelante. Mad God, c'est un film très riche et très maîtrisé. Il est impressionnant par sa forme. Je crois que j'ai jamais été aussi impressionné par un film en stop motion depuis Fantastic Mr. Fox. Même pour moi, ça déglingue tout ce que j'ai pu voir en stop motion. En fait, c'est un film qui regorge d'idées visuelles et de techniques à chaque millimètre de chaque plan. En gros, t'es sans cesse en train de regarder, t'es sans cesse impressionné par ce qui se passe à l'écran. La maîtrise est juste dingue, le bestiaire est fou, toutes les idées visuelles, t'as l'impression de voir un film un peu Phil Tippett, c'est un peu Lovecraftien, c'est un peu du Giger, franchement c'est indescriptible, tu es hypnotisé parce que tu regardes, et en plus c'est un film riche aussi dans ses thématiques. Tu sens que c'est un film qui n'a pas une histoire claire, qui n'a pas un personnage clair, t'as pas trop de lignes de dialogue, et c'est un film qui fait un constat un peu dur sur le monde actuel. Il le fait de manière très imagée, en fait. C'est pas de la mise en abîme, mais de la métaphore, etc. C'est très sale, c'est très violent, c'est très percutant. Commencer une soirée Halloween par ce film, c'est mettre la barre très haut. Donc je vous conseille vivement de voir Mad God. C'est très spécial, encore une fois, c'est pas très accessible. Je peux comprendre que tu peux être dégoûté de ce film-là, mais je trouve ça impressionnant. Genre, pourquoi on fait pas plus de films en stop motion ? Merde, c'est dingue, voilà. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis, mais moi c'est un sans faute, c'est monstrueux. C'est un film monstrueux dans tous les sens du terme. On passe au film suivant, et le film suivant, messieurs, dames. Comment on peut passer une soirée d'Halloween sans regarder un Halloween ? Et cette année, ça tombait bien parce que je venais juste de recevoir le Blu-ray 4K de Halloween 20 ans après, que je n'ai pas vu depuis très 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 longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, je crois que j'étais au collège. Donc ça remonte. C'est parti pour Halloween 20 ans après. Île de Californie, comme tous les ans, tout le monde se prépare à fêter Halloween. Pas de beuverie, pas de drogue. Je ne plaisante pas. Et pour Halloween, chacun a droit à une petite frayeur. Je ne suis pas la femme que tu crois. J'ai changé de nom quand j'ai commencé à me cacher. C'est terrible. Enlève ton pull. Mon frère a tué ma sœur. Il a fait ça comment ? Avec un énorme couteau de cuisine. Quand le passé remonte à la surface, la plaisanterie peut tourner au cauchemar. Pour la dernière fois, le bien et le mal se retrouvent face à face. Halloween, 20 ans après. La terreur ne prend jamais de vacances. J'ai déjà eu ma part. Alors, Halloween 20 ans après, c'est un film que j'avais regardé donc au collège, et j'en gardais un souvenir plutôt pas mal. Genre, c'était pas déplaisant, surtout après les Halloween 4, 5, 6, que franchement, c'est pas catastrophique comme les Vendredi 13, mais bon, voilà, quoi, ça vole pas haut. Et Halloween 20 ans après, du coup, c'est le 7e volet de la franchise, et c'était un film qui avait décidé d'être une suite directe à Halloween 2. Quand je l'ai regardé à l'époque, du coup, j'avais passé un bon moment, mais c'est toujours le cas. Du coup, je l'ai revu, et j'ai toujours passé un bon moment. Je m'ennuie pas devant ce Halloween, je le trouve sympa et tout ça. Mais par contre, il y a un truc qui m'énerve, c'est tu remarques à quel point les réalisateurs qui ont suivi John Carpenter n'arrivent pas à bien mettre en image Michael Myers. Il y en a peu qui arrivent à mettre en scène Michael Myers, à le rendre effrayant. Et quand je vois Halloween 20 ans après, je suis obligé de faire un effort dans ma tête pour me dire que le personnage que je vois à l'écran est Michael Myers. J'ai toujours cette impression de voir un cosplay, et esthétiquement, genre, tu sens que c'est pas le même masque.
le Michael Myers, c'est très réussi dans certains plans, mais dans la quasi-majorité des plans, ça fait bizarre, on dirait vraiment un cosplay. Et je parle même pas du masque numérique qu'ils ont dû faire, parce que le masque de base était tellement dégueulasse qu'ils ont obligé de le refaire en numérique sur certains plans. Mais c'est le gros point noir du film pour moi. Pour ça, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à l'apprécier comme beaucoup l'apprécient. En fait, c'est un film qui est très apprécié. J'ai l'impression... oula, je dis beaucoup trop de fois la syllabe P. Bref. Et moi, je l'aime bien, mais j'arrive pas à l'adorer parce que à cause de ce problème-là, Michael Myers me fait pas peur dans ce film-là. Je sens pas une menace. Et pour moi, c'est Jamie Lee Curtis qui porte le film, qui me fait aller jusqu'au bout. Même les autres personnages sont plutôt cool. Mais je sais pas, Michael Myers, tu sens pas la menace. Et ça. Enfin, si, tu sens la menace, mais visuellement, ça matche pas. T'arrives pas à le rendre terrifiant. Il y a quelques petits moments ridicules et tout ça, mais voilà. Ça reste quand même bien supérieur aux autres Halloween, 4, 5, 6. Mais pour moi, c'est pas à la hauteur du 2. Et je me rends compte que j'ai même pas raconté ce qui se passe dans ce Halloween 20 ans après. En même temps, tout est dans le titre. Hein. C'est le personnage de Laurie Strode 20 ans après la nuit d'Halloween, donc dans Halloween 1 et 2. C'est 20 ans après, elle a un enfant, elle est directrice ou prof ? Je crois qu'elle est juste prof dans une espèce d'internat. Je sais même plus comment on dit, bref. Et en gros, il y a un voyage scolaire, mais elle reste à l'école, et il y a son fils aussi avec quelques autres étudiants et tout ça. Mais il y a Michael Myers qui retrouve Laurie Strode et qui veut foutre son sbeul et tuer tout le monde. Mais va-t-il y arriver ? On ne sait pas. Laurie Strode a envie d'en découdre. Qu'est-ce que je peux rien dire d'autre, hein. Franchement, c'est un film un peu inoffensif. Voilà, c'est un plaisir. C'est un plaisir coupable pour moi. Je préfère revoir les Halloween de David Gordon Green que ce Halloween 20 ans après. Mais bon, je vais pas le bouder. J'étais content. La remasterisation en 4K était vraiment belle. De belles couleurs, etc. Un bon mixage sonore aussi, il faut savoir. J'aime bien la musique dans ces films. De toute façon, c'est très rare de louper les musiques d'Halloween. Donc voilà. On passe au film suivant. J'ai pas grand chose à dire. Le film suivant, j'étais très heureux de le revoir. On passe tout de suite à Massacre à la tronçonneuse. Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran. Alors pour Massacre à la tronçonneuse, ça faisait des années que j'avais envie de le revoir. Mais je crois que la dernière fois que je l'ai vu, j'étais à la fac. C'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a peut-être 6-7 ans. Mais je sentais qu'il allait ressortir en 4K. Donc je me forçais à attendre. Et puis j'ai vu qu'il avait été annoncé aux États-Unis. Il fallait juste attendre un peu pour qu'il arrive en France. Et enfin, j'avais reçu le Blu-ray 4K. Je me dis putain, ça c'est parfait pour Halloween. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. Ah là là, qu'est-ce que j'adore Massacre à la tronçonneuse. Et le revoir en 4K, c'est une mine d'or. Le film est nickel. Je l'ai redécouvert avec une précision dans l'image. J'ai redécouvert plein de détails, la définition qui est mieux poussée, mais qui garde ce grain très présent, qui donne à ce film cet aspect un peu crado, tangible. C'est une mine d'or ce film. En plus, dans le Blu-ray 4K, il a été remixé en Dolby Atmos, donc je vous raconte pas le bruit de la tronçonneuse, le bruit, vous savez, les espèces de le bruitage de l'appareil photo là. Je sais pas, j'ai dû le placer au début de la chronique, donc voilà, ce bruit-là, quand tu l'écoutes en Dolby Atmos, qu'est-ce qui te donne froid dans le dos ? Et j'ai pris plaisir à redécouvrir ce film avec des couleurs, ça lui a donné une nouvelle jeunesse. Et putain, il n'a pas pris une ride, quoi. C'est toujours aussi efficace. C'est toujours... En fait, c'est un film qui te torture, qui te torture aussi bien les yeux, parce que ce que tu vois à l'écran, c'est horrible, mais pas gore. Attention, c'est pas gore, mais c'est horrible. Et il te donne chaud, parce que tu sens à quel point
l'équipe du film, les acteurs, tout ça, tout le monde est en train de suer, les décors pourris, etc. Tu sens bien la chaleur qui transperce la pellicule, etc. Mais l'audio, moi, ce qui me marque le plus dans ce film, c'est l'audio, les cris, les dialogues, les gens qui gueulent, le bruit de la tronçonneuse. Oh, c'est une mine d'or audiovisuelle, ce film. Mon Dieu, j'arrête pas de le dire. Mais ça m'a fait du bien de revoir un classique comme ça, aussi bien comme en septembre, j'avais revu L'Exorciste. Et là, en octobre, pardon. Et là, pour revoir Massacre à la tronçonneuse, c'est bien de faire un petit classique une fois par mois. Donc voilà, j'étais très heureux de voir ce film. Je sais pas quoi dire d'autre. Il y a tout qui a été dit sur ce film. Tout le monde le connaît. Pratiquement tout le monde l'a vu. Chef-d'œuvre intemporel. Donc voilà quoi. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Merde, qu'est-ce que vous foutez? Massacre à la tronçonneuse. Regardez le remake aussi. J'adore le remake et le préquel du remake. Si je peux vous faire un truc sur la saga Massacre à la tronçonneuse, j'ai pas trop aimé Massacre à la tronçonneuse 2. J'ai pas vu le 3. J'ai vu par contre la suite qu'ils avaient fait là, Texas Chainsaw 3D, que j'avais pas du tout aimé. C'était naze. Et le Massacre à la tronçonneuse sur Netflix, je l'ai déjà critiqué sur le podcast. Vous revenez en arrière, c'était au début d'année je crois. J'en avais pas pensé du bien, donc ça m'a fait du bien de revoir celui-là dans une belle remasterisation. Voilà, on passe au film, au pluriel, suivant. Vous allez voir, je me suis fait plaisir. Pour le film suivant, les films suivants, pardon. Comme Massacre à la tronçonneuse, j'avais reçu 2 films que j'adore en 4K, ainsi qu'un 3e. Et ces 3 films sont faits par le même réalisateur, Ari Aster. Un de mes réalisateurs préférés. Donc le lendemain d'Halloween, le 1er novembre, donc la fête des morts, je crois que le 1er novembre, du coup, c'est la fête des morts. Enfin, ça se trouve, je dis des conneries. Bref. Pour le 1er novembre, je me suis revu ces 3 films d'affilée. Hérédité, Midsommar et Beau is Afraid, dont j'ai découvert Beau is Afraid ce jour-là. Je vais vous faire un tir groupé pour Hérédité, Midsommar. Allez, Peter, habille-toi. C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. Ma mère était une femme très secrète et réservée. C'est grand-mère. Tu sais que tu étais sa préférée, hein? Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère. Vous êtes le portrait craché de votre mère. Quoi? Je vous jure que parfois je sens sa présence dans la chambre. Elle est toujours là. Elle avait des rituels secrets, des amis secrets. Qui va s'occuper de moi? Tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi? Mais quand tu seras morte. Elle n'avait plus toute sa tête. À la fin. Mais Hérédité, pour moi, c'est toujours le dernier film d'horreur qui m'a... Mon dernier film d'horreur préféré, tout court. C'est un chef-d'œuvre, j'ai pas peur de le dire. Hérédité, c'est un chef-d'œuvre. Je suis toujours aussi terrifié par ce film. J'ai encore vu des micro-détails que j'avais pas remarqués, mais putain, déjà le film est magnifique, donc j'arrête pas de le dire là, mais le revoir en 4K sur un bel écran, etc., c'est une chance, voilà, une chance immense. Mais le film est millimétré, tous les détails, le film est maîtrisé de A à Z. C'est ça qui m'impressionne. Tout est maîtrisé. C'est impressionnant. Et comme, je peux dire exactement les mêmes choses pour Midsommar. Je t'avais dit que je voulais aller à ce festival en Suède. Non, t'as dit que ce serait cool d'y aller. Ouais, et là j'ai l'opportunité de le faire, alors j'ai décidé... Je t'en veux pas d'y aller, c'est juste que j'aurais voulu que tu me préviennes, c'est tout. Elle a besoin de voir un psy. Tu veux te sortir de cette relation trop bizarre depuis plus d'1 an. N'oublie pas toutes les magnifiques Suédoises que vous allez rencontrer en juin. Ok, allez. Encore elle, sans déconner. Ouais, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe?
Dany ? Ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre ce qui s'était passé. Excuse-moi. J'ai proposé à Dany de venir en Suède. Vous savez ce qu'elle vient d'endurer. Christian a dit que vous alliez à un événement. Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale, avec des déguisements. Ah, ça a l'air marrant. Hallucinant. Bienvenue et joyeux Midsommar. Skål! Il est quelle heure ? 21h. C'est pas normal, le ciel est bleu. C'est comme ça ici à 21h. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Un peu plus de 3 ans et demi. 4 ans. Ah bon ? Ouais. T'en penses quoi ? On dirait un autre monde. C'est le grand jour demain. Ça fout la trouille. C'est quoi ? Ça a des propriétés spéciales. Qu'est-ce qui se passe en moi? Faut juste qu'on s'habitue. Je veux pas m'habituer, je veux foutre le camp. Mais c'est hors de question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as proposé de venir? Tu savais. C'est pour ça que tu te sens coupable. On ne le fait que tous les 90 ans. J'étais tellement content que vous veniez. Midsommar, c'est maîtrisé de A à Z, c'est un film qui te place dans une ambiance. Du coup, là, c'était la version cinéma que j'ai revue. Du coup, sans la scène que j'aime pas, là, qui se passe la nuit. Mais je remarque que j'avais déjà remarqué ça à l'époque, à l'époque il n'y a pas si longtemps, mais Midsommar et Hérédité, en fait, c'est pas mal d'œuvres. Enfin, c'est deux œuvres qui se complètent, je trouve, les voir d'affilée. C'est pas con, en fait. Tu retrouves des thématiques qui se ressemblent, genre la thématique du deuil, de la famille, etc. L'attachement aux autres. Donc, c'est des trucs que tu retrouves. Et c'est deux œuvres qui se complètent, mais de manière brillante. Et tu ressens beaucoup la patte de Ari Aster, en fait. Rien qu'en 2 films, tu vois l'univers du gars, tu vois sa vision. Donc, c'est impressionnant. Donc, Ari Aster, pour moi, c'est vraiment le big boss de l'horreur actuelle. Ça n'a rien à voir, mais je suis pressé de voir le prochain film de Robert Eggers, son collègue, qui est en train de nous préparer un remake de Nosferatu. Et en gros, c'est ces deux personnes-là qui sont sous la houlette de A24, donc A24. Franchement, je peux aller voir leur film les yeux fermés. Donc, on en vient au film de Ari Aster, le dernier, que je n'avais pas pu voir au cinéma cette année, que j'ai vu, ça s'appelle Beau is Afraid, avec Joaquin Phoenix, ou Joachim, je ne sais pas comment on dit, mais moi je veux dire Joachim. I'm visiting my mother tomorrow. Welcome back. I hit you with my car. What? I know. Feeling sad about going home, Bo? Must feel totally unreal. I'm supposed to be leaving. I don't know if that's gonna happen. You will walk many miles. Your adventures will continue for years. Sweet devotion, it's not for me. Just give me motion, set me free. Will we ever meet again? Do you want the truth now? Comment dire ? C'est un film de 3 heures qui raconte la vie de Beau. Un mec qui s'appelle Beau. Un mec très spécial qui a peur, qui n'a pas confiance en lui. Et comment dire, Beau is Afraid, je pense qu'il faut que je lui laisse du temps. Ça n'a pas du tout eu le même effet que Midsommar et Hérédité sur moi. En fait, Midsommar et Hérédité ont eu un effet tout de suite, quoi. Je savais tout de suite que j'avais été ébloui par les films. C'était des chocs, en fait. Et Beau is Afraid, c'est pas pareil. Beau is Afraid, je l'ai regardé.
Il y a eu des longueurs, parce que le film dure 3 heures, mais j'ai l'impression qu'un visionnage, c'est pas assez. En fait, j'ai l'impression que le film est trop riche pour le voir d'un coup. Il y a trop de choses qui se passent dans Boys Afraid. Il y a trop de mélange de styles. Tu te prends trop d'informations dans la tête. Il y a trop de thématiques. Pas trop, mais il y a beaucoup de thématiques. Il se passe beaucoup de choses un peu what the fuck. Et en fait, c'est un film, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Il faut le travailler avec le temps. Mais tu sens que tu as assisté à quelque chose de spécial. Boys Afraid, c'est un film qui m'interroge en fait. Pas nécessairement sur le film, mais sur mon rapport à Ari Aster et tout ça. Donc ça m'a surpris. C'est un film qui m'a surpris. Et qu'il faudrait que je revoie. Pas tout de suite, parce que je vous dis, c'est un gros morceau quand même, Boys Afraid. L'histoire va tellement dans tous les sens. Je sais pas comment vous décrire l'histoire en fait. C'est un mec qui prend un médicament et s'il prend ce médicament et qu'il boit pas, il peut mourir ou avoir des hallucinations et tout ça. Et il lui arrive des couilles parce qu'il vit dans un quartier chaud. Et à un moment, il prend ce médicament-là, mais il a plus d'eau. Voilà le début du film. J'en dis pas plus. Mais le film part loin. Le film peut être cru, peut être drôle, peut être triste, peut être gore, peut être effrayant. C'est un film qui te donne un aperçu de quoi est capable Ari Aster en dehors de l'horreur. Et c'est impressionnant. Joaquin Phoenix était parfait. La musique était cool. Et les effets spéciaux sont bien. En fait, tu sens bien que le Ari Aster avait un budget de malade. Du coup, la séquence au milieu animée est juste dantesque. En fait, c'est riche. T'as l'impression de voir une épopée dans un film de 3 heures. Donc, voilà. En fait, je vois Boys Afraid comme une montagne à gravir. Et il faut que tu travailles pour aller au sommet, quoi. Donc voilà, je vais lui laisser du temps au film, d'y repenser, de l'appréhender différemment. Donc voilà. J'ai hâte, je referai peut-être une fois, peut-être dans 1 an, on ne sait pas. Je reviendrai peut-être sur Boys Afraid en le laissant mûrir dans ma tête, en fait. C'est tout simplement ça. Donc voilà, j'ai pas détesté. Je n'ai pas détesté. Mais est-ce que je l'ai adoré ? Je sais pas. Je reconnais beaucoup de qualités. Mais est-ce que je l'ai adoré ? Je sais pas encore, en fait. C'est ça le problème. Donc voilà. Vous pouvez remarquer, je pense que je suis plus hésitant sur ce film-là. J'arrive pas à trouver mes mots, mais c'est voilà, quoi. Je vais finir sur ce film en disant ça. C'est voilà, quoi. Allez, on passe au film suivant. Le film suivant, je sais exactement quoi en penser. Vous allez voir, je suis trop content d'en parler. On passe au film suivant, Détour mortel. C'est parti. Ça va, vous avez rien ? Je suis vraiment désolé. Ouais. Je viens de trouver ça attaché à un arbre derrière. C'est quelqu'un qui l'a fait. Y'a quelqu'un ? On s'est perdu, on voudrait téléphoner. Nous allons donc parler de Détour mortel qui a été réalisé par Rob Schmidt, je ne sais pas si je dis bien son nom, en 2003. Ça raconte l'histoire de Chris qui est en retard pour un entretien d'embauche et du coup il prend un raccourci à travers une forêt, une immense forêt. Mais il a un accident, en fait il percute une voiture de personnes
qui ont les pneus crevés à cause d'une... comment on appelle ça? Une herse. Du coup, Chris part chercher de l'aide avec ces personnes-là et ils se rendent compte que dans la forêt, ils sont pas tout seuls et que quelque chose les traque. Quelque chose au pluriel. Détour mortel, de tous les slashers des années 2000, c'est sûrement celui qui a le moins vieilli. Je vais m'expliquer, bien sûr, parce que je balance ça comme ça, vous allez dire « Oh là là, comment c'est possible ?» Eh ben, attendez 2 secondes, j'explique. En fait, c'est un film qui il possède un certain charme, parce qu'il se veut pas original, mais il reste très efficace et très divertissant, surtout. Et ça passe aussi par les antagonistes, parce que les antagonistes ils sont très réussis, et ils sont charismatiques, et la preuve en est, il y a eu combien de films après? Je crois qu'il y en a eu 5 ou 6. Ils ont même fait un reboot l'année dernière qui a l'air pas mal, que j'ai pas vu, qu'il faut que je regarde. Il s'appelle Détour mortel, pas Dévotion, ça c'est l'Exorcisme, Fondation, voilà. Les antagonistes, enfin les méchants, ils sont charismatiques parce que les maquillages et les effets pratiques ont été réalisés par Stan Winston. Qui est Stan Winston, je vous dirais? Je vais vous dire tout simplement, c'est le mec qui s'occupe des animatroniques, c'est le mec qui a construit les dinosaures de Jurassic Park, voilà, le T-Rex, les Vélociraptors, tout ça, le Triceratops, les animatroniques, tout ça, c'est lui. Voilà, le Predator, c'est lui. Bref, du coup, il s'est occupé de ce film-là. Enfin, son équipe s'est occupée de ce film-là. Donc, comment vous dire que ça rajoute quand même du production value au film, parce que c'est pas un simple film avec des effets pratiques dégueulasses à la Vendredi 13 et tout ça, non. Enfin, dégueulasse, il y a quand même Tom Savini qui a bossé sur des Vendredi 13, donc je vais retirer ce que j'ai dit. Bref, donc voilà, donc c'est un gage de qualité pour le film. Et parfois, en fait, ces effets pratiques, ils sont mélangés à des effets numériques qui sont faits avec classe et parcimonie, même si des fois, après, c'est peut-être à cause de ça que le film accuse son âge, parce qu'il y a des fois, les fonds verts, ça se voit beaucoup. Il y a des incrustations numériques qui se voient beaucoup. Mais, en fait, je trouve que ça joue sur le charme du film. En fait, tu te dis pas, ah, c'est dégueulasse. Tu le remarques, mais c'est pas dégueulasse, je trouve. Ça joue beaucoup avec le charme du film, en fait. C'est ce qui fait son charme. Parce qu'il n'en abuse pas, en fait. C'est ça que je trouve bien. Le film est maîtrisé et en fait, des fois, le film se sert du numérique pour la mise en scène. Et il y a des excellentes idées de plans. Oula, c'est français ce que j'ai dit? Bon bref, vous m'avez compris. Par exemple, des fois, il y a un moment, le réalisateur, il fait un plan à la Michael Bay. Vous savez, quand Michael Bay, il fait des espèces de travelling circulaire où il passe dans le décor et tout ça, là, t'as ça. T'as un plan qui tourne autour d'une pièce et après qui va dans la serrure d'une porte. Et après, tu finis avec un œil en très gros plan et le reflet de ce qui se passe dans la pièce sur l'œil. Donc voilà. Donc certes, c'est numérique, ça s'est fait numériquement, mais ça marche, quoi. C'est pas juste un slasher basique, plan-plan et tout ça. Non, il y a vraiment des intentions de mise en scène. Dans les meurtres aussi, parce que je retiens beaucoup, il y a une scène de meurtre d'un des personnages qui est fait numériquement, enfin pas numériquement, mais qui a des mouvements de caméra numériques, et c'est trop bien. C'est trop bien, genre c'est inventif, et c'est ce qu'on demande, quoi, un film comme ça. Donc c'est très cool, et ça joue beaucoup pour le charme du film, en fait. Je pense que c'est grâce à ça que Détour mortel, en fait, c'est... Tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde en garde un bon souvenir, parce que c'est un film qui se veut inventif, mais qui est pas prétentieux non plus, tu vois, qui joue avec c'est pas qu'il joue avec les codes, c'est que, tu vois, il accepte les codes du slasher, etc. Il va pas chercher plus loin. Mais au niveau de sa forme, je trouve que les protagonistes, les personnages, ils sont bons, ils sont pas cons. Pour une fois, les protagonistes ne sont pas cons, je trouve. Il y en a 2 qui sont cons, mais tu t'en débarrasses très vite. Après, tu te focalises sur les personnages que le film développe et tout ça, ils sont très attachants, les acteurs sont bons, donc tu t'inquiètes pour eux, t'as des bonnes scènes de tension, comme la scène dans les arbres, j'adore cette scène dans les arbres, ou en haut de la tour radio, donc c'est vraiment, il y a des moments de bravoure dans ce film-là, franchement c'est à revoir, parce que des slashers / survival comme ça, j'en ai pas vu depuis très longtemps, donc ça m'a fait plaisir.
Le rythme du film aussi est très maîtrisé parce que tu ne t'ennuies jamais. Et de même que la photographie est quand même pas mal des fois en fait. Il y a des, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a de belles idées de plans, il y a des belles compositions, donc franchement c'est cool, ça fait plaisir à voir. Alors si je pouvais résumer Détour mortel, je le décrirais un peu comme La colline à des yeux, mais dans une forêt. Et c'est un film qui s'inscrit bien dans son époque, mais pas dans le mauvais sens du terme en fait. C'est un film qui respire les années 2000, mais pas de manière négative en fait. C'est un film qui te rend nostalgique, qui te ramène un peu à cette époque-là, enfin moi qui me ramène à cette époque-là où je regardais des films d'horreur. En fait c'était une époque où je découvrais les bons films d'horreur en fait, des films d'horreur efficaces, etc. Donc moi ça m'a fait plaisir. Et c'est un très bon mélange entre le slasher, le survival et un peu le redneck movie on va dire. Donc voilà, franchement je vous conseille de voir Détour mortel si vous ne l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, revoyez-le. Il est sur Netflix, revoyez-le. Vous allez voir, vous allez passer un très bon moment. Allez, on passe au film suivant. Et enfin, on va encore faire un tir groupé pour le film suivant. On va parler d'une saga en particulier. Vous allez voir, une saga qui me tient à cœur. On va parler de Saw 10. C'est parti. Votre cancer continue de se propager. Je crains qu'on ne puisse plus rien faire. Il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider. Notre programme se fait en 2 temps. Il est administré dans la banlieue de Mexico. Les résultats sont stupéfiants. Elle m'a sauvé la vie. Nous allons bien nous occuper de vous. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la vie devant vous. John Kramer. D'après ces scanners, la tumeur n'a jamais été retirée. Il me reste combien de temps? Quelques mois, au mieux. J'ai encore tellement de choses à accomplir. Je ferai ce que vous voulez. Je vous en supplie. Bonjour à tous. C'est l'heure. On va jouer à un jeu. Vous avez tous prétendu me guérir. Moi, ce que j'ai prévu pour chacun d'entre vous est bien réel. La seule chose que je n'ai pas prévue, c'est votre anesthésie. Mais croyez-moi, vous allez vouloir rester conscient. Parmi tous ceux que vous pouviez arnaquer, vous avez choisi John Kramer. Je vous en prie, n'hésitez pas. Mettez un morceau suffisamment gros de votre tissu cérébral dans le récipient en verre. Ça vous sauvera la vie. Il ne s'agit pas d'un châtiment, c'est une renaissance. Vivre ou mourir, à vous de choisir. Je vais vite fait vous lire la critique que j'ai fait sur Letterboxd de Saw 10. Alors attention, ça va aller vite. Quel plaisir, bordel. Voilà. Bon, avant de parler de Saw 10, je vais un peu vous expliquer mon rapport avec la saga Saw. Je pense que c'est tout simplement une de mes sagas avec Evil Dead, une de mes sagas préférées. Enfin même... c'est grâce à cette saga que j'ai un peu construit ma cinéphilie horrifique en fait. C'était... ces films, ils sortaient pile poil quand j'étais dans ma période où ma curiosité était très poussée pour le cinéma d'horreur en fait. C'est Saw a pas mal participé à construire mon amour du cinéma d'horreur. Parce qu'en fait, c'était une partie de ma vie où je cherchais à voir des trucs gore, etc. Et c'était pile poil ce moment-là. Donc Saw, c'était du pain béni. Et ça fait partie aussi de... Par exemple, Saw 2 et Hostel ont été les tout premiers films d'horreur qu'on m'avait offert en DVD. Donc c'est vous dire à quel point j'ai adoré voir ces films et je les regardais dès que Saw était disponible
à Vidéo Futur, on le louait et je regardais en boucle. Et alors que même que j'étais petit, quoi. Mais bref, c'est une saga qui compte pour moi. Je me rends compte que peut-être, si on prend les films objectivement, c'est pas des chefs-d'œuvre, etc. Mais c'est clairement ce qu'un adolescent cherche à voir dans le cinéma. Genre des films qui poussent les potards à fond, qui va à fond dans son délire gore et tout ça. Et moi, c'est ce que je cherchais à voir. Après, ça m'a ouvert les portes à aller voir d'autres films gore. Alors, je parlais d'Hostel, mais si je voyais des trucs genre Cannibal Holocaust, des trucs comme ça, ça m'a emmené vers là, en fait. Ça m'a emmené vers un espèce de richesse horrifique du gore, en fait. Et certes, après, je me suis lassé de ça, en même temps que les films... quand la saga Saw s'est terminée, bah, c'est le moment pile poil où je cherchais autre chose, en fait. Je cherchais, genre, c'était quand Insidious sortait, etc. Donc, voilà, c'est une saga qui m'a suivi. J'ai grandi avec ça. Donc, c'est une saga qui se tient à cœur. Que j'aime beaucoup ces clichés, ces maladresses, parce que en soi, Saw, c'est pas une saga très, très fine. Voilà, quoi, c'est direct. Donc, voilà. Et, bref... j'aime beaucoup ces films, tous, je les aime tous. Mon préféré, c'est le 3. Bah, franchement, les 3 premiers, c'est limite une trilogie parfaite, mais même j'aime beaucoup les suites, même Saw 8, ouais, jusqu'au dernier, quand j'avais été bouche bée, beaucoup se foutent de la gueule du twist final de Saw 3D, je vais pas dire Saw 8, Saw 3D, mais moi j'avais adoré, j'étais sur le cul, je voulais limite me revoir tous les films en ayant ce twist en tête, etc. Bah, d'ailleurs, ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est une saga que j'appréciais beaucoup. Et puis, une fois Saw 3D, pour moi c'était fini, et ils ont voulu faire Jigsaw. Je fais, c'est pas mal, Jigsaw, ok, Saw cinéma, ça revient, pourquoi pas. Je me souvenais qu'à l'époque, j'avais regardé le moins d'infos possible et j'ai dit, putain, je vais enfin voir Saw au cinéma, quoi. Je vais pouvoir... attention à ce que je veux dire, je vais pouvoir assouvir mes pulsions sanguinaires au cinéma, quoi. Voir du gore sur grand écran. Et puis, pendant la séance, c'était la douche froide. Mon Dieu, que je déteste Jigsaw. Oh, punaise, je crois que c'était avec Terminator Genesis, c'est l'une de mes séances que j'ai le plus détesté. C'était naze, j'ai détesté. Voilà. Pour moi, c'était pas un Saw. J'ai été tellement déçu, c'est l'histoire naze, les acteurs nazes, le film était moche, c'était même pas gore, c'était le retournement de situation, mais naze. On t'a foutu Tobin Bell, par contre, Tobin Bell, l'interprète de John Kramer, donc Jigsaw. Ils t'ont foutu ça à la va-vite avec un twist mais naze, qui pique, qui vole des idées des autres films Saw. Bref, c'était vraiment nul. Donc pour moi, c'était mort. Et puis, il y a eu Spiral. Spiral, qui était une intention de Chris Rock de faire renaître la saga Saw, mais en se rapprochant de Saw 1. Saw 1 qui est plus un thriller policier qu'un torture porn. Mais je l'ai même pas vu en entier. J'avais hâte de voir ce film, j'étais curieux, je me suis dit bon, ça peut être pas mal, et c'était nul. Oh là 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 là. Seven du pauvre, c'était vraiment naze. Et pourtant c'est réalisé par Darlene Bousman, le mec qui a fait Saw 2, 3 et 4, qui a fait le remake de Mother's Day, franchement un mec que j'aime bien. Mais Spiral, ouais, je l'ai même pas fini tout simplement, c'est vous dire à quel point j'ai détesté. Et puis il y a eu Saw 10. Là, qui est sorti cette année, donc je suis allé voir au cinéma, me disant, si ça se trouve, ça va être pareil. Ça va être une autre déception, genre Saw, c'est une saga morte. Jamais tu pourras retrouver ce feeling d'avant, quoi. Et puis, le film commence, Saw 10, donc là je parle vraiment de Saw 10, le film commence. Tu te rends compte que le film se focalise sur John Kramer, du coup, tout le film est du point de vue de John Kramer, le film se passe entre le 2 et le 3, non, entre le 1 et le 2, pardon. Et bordel, qu'est-ce que c'était bien. Ça m'a fait du bien, mais vous savez pas à quel point ça m'a fait du bien de voir ce film. En fait, j'ai enfin vu un film Saw au cinéma, et j'ai adoré le visionnage, c'était trop bien. Mais c'était pas n'importe quel Saw, le film dure 2 heures, et en fait, il prend une bonne partie de sa première partie, en fait, se focalise, et en fait, il va justifier la tuerie qui va suivre, en fait. Et ça, c'est cool. Et le truc qui est trop bien, c'est que tu fais un film,
et tu suis John Kramer, tu suis le tueur, tu es tout de son point de vue. Je sais que ça peut paraître maladroit, car tu vas rendre attachant un personnage qui est quand même un psychopathe. Parce que l'argument de oui, non, c'est pas moi qui les tue, c'est eux qui choisissent de vivre au vert, bon, tu participes quand même à ce qu'ils se coupent des jambes, ils se coupent des bouts de cerveau et tout ça, mais bref, c'est un autre débat. Mais ça m'a paru bien parce que c'est un personnage quand même fort, charismatique et tout ça. Tobin Bell qui a pas pris, qui a un peu vieilli, mais son charisme est toujours présent, il maîtrise toujours autant le personnage, donc c'était surprenant. Et j'ai adoré les 2 heures qui ont suivi. Aussi bien la partie, tout le début de partie qui justifie la deuxième partie, donc plus gore. Franchement, le film, il va à fond. Ça m'a fait du bien. J'ai enfin vu un Saw au cinéma. Et franchement, pour ça, je dis merci. En plus, c'est réalisé par Kevin Gruttert. Oh, bref, c'était le monteur des Saw et c'est celui qui avait réalisé Saw 5. Non, Kevin Gruttert, c'est celui qui a réalisé Saw 6 et 7, voilà. Putain, c'est David Hackle qui a fait Saw 5, bref. Et c'était pas le plus brillant des réalisateurs, vous voyez, Saw 6 et 7, quoique le 6 est pas mal au niveau des thématiques, mais au niveau de la forme, c'était les moins bien, quoi. Sauf que là, franchement, pour le 10, franchement, il s'est super bien débrouillé, le film se suit, se tient... il reprend un peu les manies des anciens Saw à faire un peu des trucs épileptiques, le montage hyper vite, quand t'as les effets gore avec la musique hyper forte et tout ça, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas aimer. Moi j'ai adoré, putain, ça m'a rappelé les bonnes années de mon adolescence quand je regardais Saw, donc c'est un film qui m'a eu, voilà, c'est un film qui m'a eu par ma nostalgie. Donc on reproche beaucoup au cinéma actuel de pas être original et tout ça, mais pour Saw 10, je fais une exception, ça m'a fait du bien. Donc voilà, c'est un film à voir si vous avez adoré les anciens. Donc en plus, c'était cool, la séance de cinéma était cool, les gens réagissaient au piège, ils rigolaient et tout ça, c'était une séance bon enfant. Donc franchement, c'était une très bonne, ça va créer un bon souvenir, quoi. J'étais content. Donc voilà, le prochain film, c'est Why Don't You Play in Hell?考えましょう。10秒ください。わかりました。監督。お別れのキスよ。早く映画見たいわ。最高の映画作ろうじゃねえか。人生だ。地獄でなぜ悪い。全力歯ぎしりレッツゴーレッツゴーギリギリ歯ぎしりレッツWhy Don't You Play in Hell est un film de Sonotion, donc c'est un film japonais qui a été réalisé en 2013. C'est un film qui raconte l'histoire d'un réalisateur amateur qui doit réaliser un film pour sauver la carrière d'une actrice et pour un peu terminer une guerre de Yakuza. Voilà, mais quand je dis une guerre de Yakuza, c'est une vraie guerre de Yakuza. Le mec filme pour survivre en fait. Il va filmer, j'en dis pas plus. Donc j'ai envie de vous laisser la surprise de découvrir ce film-là parce que c'est un film complètement dingue. C'est un film qui dure 2h10, un peu comme Saw. C'est un film qui prend son temps d'installer tous les personnages, les enjeux, et c'est un film que genre sur les dernières 40 minutes, ça part en couille,
mais c'est jubilatoire, c'est impressionnant, c'est jouissif, le film n'a plus de gêne, il part dans des délires complètement fous, dans une violence complètement exagérée et sans retenue, des effusions de sang de partout, le film n'a plus de limite, c'est impressionnant, les acteurs s'éclatent, tu sens que le film a été fait dans une humeur complètement folle, genre le film transpire la folie en fait, et à quel point tu peux aller loin pour réaliser ton film, et c'est un peu une sorte de mise en abîme. C'est un film qui m'a rappelé Ne coupez pas, mais la version japonaise du coup, je sais plus comment s'appelle la version japonaise, mais bref, c'est un film qui m'a impressionné, et c'est un film à voir sans vraiment, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise quoi, mais ça part loin, mais c'est drôle en plus, c'est ça qui est, c'est drôle, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, c'est un film qui m'a mis sur le cul, j'étais impressionné, ça m'a surpris, mais waouh. Surtout que juste avant, je venais de voir un autre film de Sonotion qui s'appelle Guilt of Pleasure, un truc comme ça. Et ça m'avait pas plu du tout, je m'étais emmerdé. Mais là, de voir ça, waouh, j'étais impressionné. Voilà, j'ai pas envie d'en dire plus. Franchement, c'est à voir. C'est un peu comme Ne coupez pas, quoi. C'est garder la surprise, foncez voir ce film-là. Et il y a un moment, il y a une bascule, en fait, et le film part. Franchement, le film ne prévient pas, et d'un seul coup, quoi, ça devient complètement dingue, et voilà, quoi. C'est jubilatoire, voilà. Donc, j'ai pas envie d'en dire trop, à part pour dire que je trouve que ça décrit bien la folie collective d'un tournage, en fait, des artistes qui sont prêts à tout pour leur amour du cinéma, quoi. Ils sont prêts à tout sacrifier pour aller jusqu'au bout de leur vision, et en soi, c'est beau, mais le film finit sur une note un peu pas tragique, mais je sais plus c'est comment on dit, mais genre en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout sacrifier si à la fin tu te retrouves un peu seul face à ton œuvre, il n'y a que toi, ça se trouve, qui peut apprécier ton œuvre. Bref, c'est un film qui peut paraître un peu foufou, mais qui va plus loin que prévu dans ses thématiques, et voilà. Franchement, soit ça marche, soit ça marche pas, mais franchement, regardez-le. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Je trouve que j'en ai même trop dit, mais ça vaut vraiment le coup. C'est complètement déjanté, et on rigole, quoi. Donc voilà, s'il vous plaît, regardez-le. On finit sur une bonne note, je trouve, une note assez joyeuse, qui est une lettre d'amour au cinéma, et donc ça me fait plaisir. Je suis très content de ce mois de novembre, parce que franchement, j'ai vu que des bons films. Voilà. J'ai pas vu de mauvais films. Hein. Franchement, c'est un sans faute. Je suis très content. Donc voilà, c'est maintenant que s'achève cet épisode de novembre. Donc n'hésitez pas à noter le podcast, à mettre des commentaires sur YouTube, etc. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Letterboxd. En description, je mets le lien Letterboxd. Donc n'hésitez pas, comme ça vous pouvez voir les autres films que je regarde, pas forcément des films d'horreur, mais tous les autres films, genre en ce moment je me revois les Star Wars, j'ai vu Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, c'était compliqué, mais n'hésitez pas, du coup on se retrouve dans un mois tout pile, dans un mois tout pile, pour la chronique de décembre, et puis voilà, et petite nouveauté, j'ai envie de finir sur une note musicale. Donc, à chaque fin de podcast, au lieu de finir sur la musique du générique, en fait, j'ai envie de te prendre une musique de film, comme ça. Et puis, aujourd'hui, on va finir sur une musique de Nope, qui est A Hero Falls de Michael Abels. Donc, je vous laisse avec ça. Et on se voit le mois prochain. Ciao!